Bonjour à tous, bienvenue dans ce carnet de vol Actu, 26 minutes pour survoler l'actualité aéronautique et spatiale. Au sommaire de ce numéro, l'Airbus A380, l'avion géant d'Airbus a eu chaud. On a craint un arrêt complet du programme, mais finalement c'est reparti grâce à de nouvelles commandes. Nous verrons comment ce programme a pu redécoller. Dans ce carnet de vol Actu, on va s'amuser un peu aussi. On va s'amuser avec le simulateur d'un avion de chasse américain, le F-35. C'est le dernier simulateur de vol à la mode. Démonstration décoiffante façon j'ai testé pour vous. Enfin, un peu de poésie au-dessus des paysages de la Mayenne avec un vol en ULM au côté d'Oie. Les volatiles ont été élevés par le pilote. Et depuis, tout ce petit monde vole en patrouille. Une belle rencontre, une belle histoire à découvrir dans un instant. Voilà pour le sommaire, mais d'abord des nouvelles de Thomas Pesquet. 8 mois après son retour sur Terre, le spationaute est de passage dans le sud-ouest et notamment à Toulouse où il se forme au vol 0G sur un Airbus A310. Thomas Pesquet devrait bientôt être fin prêt pour prendre les commandes de cet avion spécial de la société Novespace, filiale du Centre national d'études spatiales. Des vols qui simulent l'apesanteur et qui sont destinés à la recherche scientifique. On ouvre à présent une page spéciale Airbus A380. Finalement, le programme continue grâce à une commande tardive, mais une grosse commande de la compagnie Emirates. 36 appareils pour 16 milliards de dollars. De quoi donner un peu d'air au programme, environ 10 années de visibilité. Il était temps, après 2 années sans aucune commande pour le gros porteur d'Airbus. Et pourtant, quelques jours plus tôt, Airbus évoquait un arrêt possible de la 380. Alors, coup de bluff ou coup de com'. En tout cas, cette commande d'Emirates est une vraie bouffée d'oxygène pour Airbus. Et quand Airbus va bien, les sous-traitants de la région le sourire. Les dernières commandes, notamment pour des A320 Neo, boostent l'activité des entreprises du Sud-Ouest. C'est une bonne nouvelle aussi pour l'emploi, évidemment. Voyez ce reportage d'Hélène Vergne et Olivier Combel. Cette pièce moteur qui se fixe sur le mât du réacteur est le produit phare de l'entreprise Gentilin pour l'A320 Neo d'Airbus. Ça, il faut livrer, c'est courant du mois de novembre. Là, ça urge en fait. C'est une très bonne nouvelle. Je sais qu'il y a eu d'autres commandes aussi, j'ai vu, en amont. Et puis je crois qu'il y a le 380 en préparation aussi en commande. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle pour nous aussi. Ouais. Ce sous-traitant en mécanique de précision travaille depuis 40 ans pour Airbus. La bonne santé de l'entreprise dépend donc des contrats remportés par l'avionneur. La vente de plus de 400 appareils, c'est pour ce patron l'assurance de pérenniser l'activité pour 5 ans. On est sur une montée en cadence du programme pour arriver jusqu'à un rythme de 60 avions par mois. Donc effectivement, on est sur des volumes assez conséquents. À la pause café ce matin, les salariés avaient également le sourire, notamment les plus jeunes. Sûr d'avoir du boulot pendant un petit moment, donc voilà, ça fait toujours plaisir, puis ça fait vivre la région, donc on est content. Il n'y a pas de concurrence, Boeing est pas mal derrière, mais l'avantage c'est qu'on va suivre et puis on a les bonnes équipes pour, donc ça va le faire. Conséquence directe et concrète, ce jeune en alternance depuis quelques mois devrait lui aussi profiter du gros contrat. Ça veut dire qu'ils vont être embauchés, ces apprentis, avec cette commande Airbus ? Probablement, oui. Bonne nouvelle pour vous ? Très très bonne nouvelle, oui même. Je m'y attendais pas, mais j'espère, moi en tout cas, si je peux continuer ici, je continuerai ici, il n'y a pas de souci. Des investissements en robotisation sont prévus pour 2018, car les sous-traitants français et toulousains doivent rester compétitifs. Airbus fait également appel à des sociétés indiennes et chinoises. Autre exemple dans une entreprise béarnaise, Cazenave. Elle fabrique des pièces de précision et elle se réjouit des dernières commandes d'Airbus. Élise Descartes, Benoît Bracco. Une usine de pièces aéronautiques à Serre-Casse-Tête. De cet atelier sortent des éléments de précision pour les trains d'atterrissage, les moteurs ou encore la pressurisation des cabines d'avion. L'entreprise Cazenave travaille pour de gros sous-traitants et équipementiers d'Airbus et notamment pour le programme A320, le plus gros succès de l'avionneur. Alors là, on est principalement sur des pièces qui sont pour Safran Landing System, qui sont les pièces de train d'atterrissage de toute la famille A320, du 318 au 321.
Donc ça c'est des supports, ça c'est des kits, parce qu'on fait pas mal de kits. Puis là-bas c'est également des crémaillères de direction qui servent à faire tourner le train en fait, quand il est sur le tarmac. La 320 représente aujourd'hui à peu près le tiers de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une part très conséquente de l'activité. Alors quand Airbus annonce fin décembre la signature de plusieurs gros contrats portant sur 530 A320, Cazenave a le sourire. Une nouvelle rassurante pour la centaine de salariés de l'entreprise. L'atelier devrait connaître une activité importante pour les 5 prochaines années. Sur le moyen long terme, c'est quand même très encourageant et ça nous permet quand même un petit peu d'être confiants entre guillemets sur les investissements et les choix qu'on peut prendre en face. Investissement en machine et investissement bien évidemment humain derrière. Même si Cazenave n'est plus sous-traitant direct d'Airbus, l'avionneur représente 50% de son chiffre d'affaires. Quand Airbus passe des contrats, c'est toute l'aéronautique du Béarn qui sourit. Ces centaines de commandes d'Airbus ont un impact positif sur l'emploi. Voyez ce reportage sur l'Aérocampus Aquitaine qui forme chaque année 250 élèves. C'est un campus aéronautique et spatial unique en Europe qui regroupe toutes les voies de formation. Reportage d'Edilia Eugène Mormain et Ludovic Cagnato. Donc là, vous assurez qu'il est en position arrêt. Ils doivent connaître chacune des pièces qui composent un avion, savoir comment les réparer, les entretenir, mais aussi les concevoir et les fabriquer. Soit on aura des spécialistes plutôt sur tout ce qui est, on va dire, ordinateur de bord, tout ce qui est commande de vol électrique. Et après, pour la partie système, ce sera plus, on va dire, de la mécanique. Ajusteurs, monteurs ou encore stratifieurs, des profils difficiles à trouver actuellement sur le marché de l'emploi. Ces élèves le savent, leur avenir est assuré. Pour les filles, être mécanique, c'est plutôt avantageux parce qu'il y a surtout beaucoup de garçons et les filles c'est rare en mécanique, donc pour nous ça va être plus facile. J'aimerais bien continuer vers des études, donc tenter de faire un BTS et après essayer de postuler à... Alors j'aimerais bien à Safran ou à la Sabena Technique qui sont à Mérignac. Et la liste des recruteurs potentiels est longue. Dans 15 ans, le nombre d'avions en circulation va doubler. L'industrie aéronautique prévoit 1 200 000 ingénieurs et techniciens, un tremplin pour les centres de formation. Lorsqu'on a créé Aérocampus il y a 6 ans, 80 élèves, on en a 285 aujourd'hui. Et avec le taux de pression que je vous évoque, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent rentrer chez nous. La difficulté qui est la nôtre, c'est d'avoir les moyens techniques pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais on sait que la demande est extrêmement importante. Ici, sur 1360 demandes, seuls 12 élèves sont admis en BTS et un élève sur 7 en bac pro. Avec les derniers contrats records du géant Airbus, le campus va sans doute devoir penser à pousser les murs. Allez, on va s'amuser un peu à présent. Je vous propose de vous asseoir dans un simulateur de vol sans être pilote, le rêve pour de nombreux passionnés d'aviation. À côté de Toulouse, la société Aviasim propose de prendre les commandes d'un avion de chasse américain. Thierry Santous et Thierry Villéger ont testé pour vous le F-35. Vivre les sensations d'être aux commandes d'un avion de chasse, c'est désormais possible. On connaissait des simulateurs grand public, pour avions légers ou même pour des Airbus, désormais, c'est un simulateur du chasseur américain F-35 qui est accessible au grand public grâce à l'offre de la société Aviasim. La session dure de 1 à 4 heures, au début accompagnée par un moniteur. Dites-le-moi et je le bloquerai le siège. Moi, je m'amuse à transmettre ma passion, à expliquer comment les avions fonctionnent, comment piloter un avion, et au bout d'1 heure, de trouver quelqu'un qui sait piloter un avion indépendamment. On pourrait dire au bout d'1 heure, on est autonome. On sait comment marchent tous les systèmes d'armes, on sait piloter l'avion sous sa forme basique. Et chaque détail contribue à créer l'ambiance. Combinaison de vol, casque, les passionnés de simulateurs sont ainsi plongés dans l'atmosphère et se laissent volontiers prendre au jeu. Voilà. Donc tirer sur le manche. Voilà, et monter le train d'atterrissage. Super. Le côté pointu, c'est l'avant de l'avion, donc on sait dans quelle direction il va. Greg, on peut descendre dans le canyon? C'est parti. Alors on n'est plus qu'à 20 000 pieds, c'est-à-dire environ 7000 mètres, 7500 mètres. Et on va aller très très vite dans le Grand Canyon, qui lui est de quelle profondeur? 500 mètres. On le voit ici, hein, la vitesse qui s'affiche, 500 nœuds. On est à vitesse très légèrement subsonique à l'intérieur du Grand Canyon, ce qui évidemment dans la vraie vie est totalement impossible. Et c'est justement l'intérêt de ces simulateurs de vol, c'est de venir vivre des situations et des sensations
que d'ordinaire on ne peut jamais retrouver avec un avion de chasse. Pour moins d'une centaine d'euros, on peut s'offrir des sensations qui, sans être celles d'un vrai chasseur, donnent tout de même une idée de la chose aux passionnés. Je suis pilote, j'aime l'aviation. Voilà, donc c'était l'occasion de voir ce que donne un gros système par rapport à un petit avion, quoi. Voilà, puis voler est toujours agréable, même si c'est une simulation. C'est tout public. Quand on dit tout public, il faut que la personne déjà soit âgée de plus de 12 ans. Donc ça va de 12 ans jusqu'à pas d'âge. Vous avez vu des gens très bons? Alors oui, on a vu des gens très très bons. D'ailleurs, c'est mes instructeurs qui me le disent. Celui-là, il était bon. Il n'y a pas de client type pour venir faire du simulateur. Individuel, groupe, cadeau d'entreprise, professionnel, depuis quelques années, le succès de ce loisir ne se dément pas. Donc une petite vingtaine de minutes de mise en main pour ressentir l'avion à travers des commandes totalement numériques, hein. Rien à voir avec les avions classiques. Il faut un petit moment pour sentir les réactions de la machine, hein. Des petites impulsions suffisent à manœuvrer et évidemment non pas les sensations que l'on peut ressentir dans un avion, mais quelque chose d'assez spectaculaire qui en tout cas donne envie d'aller réellement dans le Grand Canyon faire un petit tour d'avion. Voilà pour le F-35. Pas un numéro de carnet de vol actu sans parler des drones. Il faut dire que de nouvelles applications apparaissent chaque mois. Direction Perpignan où 2 Catalans ont mis au point Attila, un drone tueur de frelons asiatiques. Voyez le reportage d'Alain Sabatier. Olivier et Eric ont mis un point Attila, un drôle de drone, une sorte de gros moustique mécanique capable de tuer les frelons asiatiques tout en restant sécurisé. La complexité a été là, de concevoir une machine suffisamment légère, petite pour s'intégrer dans les arbres, tout en respectant un poids de 2 kg pour respecter la réglementation. Le pilote, lui, par contre, peut rester à 10-15 mètres derrière, sans prendre le risque de s'approcher du nid et de pouvoir atteindre des nids complètement inaccessibles. Une fois le nid de frelons repéré et après la mise sous pression de l'insecticide, c'est le décollage. Le drone se place à 2 ou 3 mètres de l'habitacle, une visée laser et un premier jet de liquide sur la coque extérieure. Les frelons sortent et une deuxième estocade va les exterminer. Le produit qu'on a injecté sur le nid a une rémanence de quelques jours. Donc au contact, les frelons qui sont partis chasser vont rentrer au nid, ça va les tuer aussi. L'intérêt du processus, c'est de ne pas détruire l'habitat de façon à éradiquer à 100% notre nid. Depuis son apparition en France en 2004, la Vespa vetulina est devenue un véritable fléau en pays catalan. Pas moins de 200 nids sont traités chaque année. Cette espèce invasive s'attaque surtout à la population d'abeilles. La nourriture des larves dans le nid, c'est de la protéine et des insectes, et surtout les abeilles, ce qui est la proie favorite des frelons. Et ensuite, le deuxième problème, c'est qu'ils nous esquintent les vergers, hein. Ils se nourrissent, eux, de fruits, donc les figues, les prunes, ça esquinte vraiment les vergers, c'est un gros problème. Dès le printemps prochain, le drone Attila va pouvoir utiliser un insecticide bio sous forme de poudre. Il va aussi entreprendre l'éradication de la chenille processionnaire. À présent, nous partons en Alsace où là-bas, les drones servent à entretenir des lignes électriques de 20 000 volts. Pour les agents sur le terrain, c'est une vraie révolution et surtout un énorme gain de temps. Voyez le reportage d'Astrid Servant et Michael Martin. Au top, décollage pour moi et c'est parti. De gros insectes capables de prendre soin des lignes électriques, la révolution est en vol pour Enedis. Chargée de la maintenance du réseau électrique, cette entreprise utilise désormais une douzaine de drones pour aller au plus près des lignes de 20 000 volts. On a vraiment une visu du dessus. Ce qu'on ne peut pas faire avec des jumelles. Tout à fait. Et avec des jumelles, vous ne faites pas de photos. Utilisé comme un œil déporté, cet engin de 4 000 € transmet les images en direct sur l'écran vidéo du télépilote. Poteaux endommagés, isolateurs de caténaires cassés, ces images permettent de cibler les opérations de maintenance. On va aller se servir de cet appareil en complément pour aller faire un diagnostic précis et préparer notre réseau afin qu'il n'y ait pas de panne pour éviter la panne. Mais également, en cas d'incident, là nous avons besoin d'être très réactifs pour très vite remettre l'électricité à tous les clients. Et donc ce dispositif nous permet d'aller beaucoup plus vite. Il y a peu de temps encore, pour accéder à une ligne endommagée en pleine montagne, les agents devaient arpenter les chemins pendant des heures avant de localiser le problème. Aujourd'hui, fini le crapahutage.
On est capable de faire un diagnostic de ligne 1 km en 16 minutes aujourd'hui par rapport à 1 km en 45 voire 1 heure en fonction des conditions météo à l'heure actuelle pour une réalimentation de nos clients. Pour l'instant, 10 télépilotes sont déployés sur le terrain. Enedis prévoit d'en former 10 de plus à compter du mois de janvier. On quitte le nord-est pour le nord-ouest avec une expérience extraordinaire, un vol en ULM avec des oies. Depuis 3 ans, un club d'ULM propose d'emmener des passagers au-dessus de la Mayenne pour voler aux côtés des oies, un moment magique en pleine campagne. Pierre-Éric Cali et François Bobet. Un ULM qui décolle, rien de plus normal, mais quand l'appareil est escorté par une drôle de patrouille, l'image devient un peu plus rare. Bienvenue dans le ciel de Mayenne où Paul Lemoine régulièrement emmène ses copines en balade. 7 magnifiques oies bernaches nonnettes qu'il a fallu choyer et protéger de l'œuf à l'adolescence. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation avant de leur apprendre à décoller avec un ULM. On les habitue d'abord au bruit du moteur, on leur apprend à courir à côté de l'ULM, au sol, au roulage, et puis après, dès qu'elles commencent à volter un petit peu, on fait des sauts de puce avec elles, et puis après, on va de plus en plus haut, et au bout de 4 mois, elles ont leur plumage définitif, et donc on vole à des altitudes jusqu'à 1100, 1200 pieds. Et une fois adoptés, pas d'évasion. Ces volatiles aviateurs ne lâcheraient pour rien au monde leurs protecteurs. L'inverse est vrai, car voler avec des oiseaux, c'est comme nager avec des dauphins. Cela a quelque chose de magique. C'est le rêve de tout homme, ou de beaucoup de gens, en tous les cas, de voler comme un oiseau, de voler avec des oiseaux. Le plaisir, c'est de voir les oiseaux voler. Après, quand on a l'habitude de piloter, on peut piloter sans les oiseaux très souvent, alors qu'avec des oiseaux, c'est pas commun. Donc on a les oiseaux à proximité, on profite de leur vol, puis on se laisse porter, quoi. Alors l'instructeur du LM propose un vol à 2, enfin à 9, c'est son job. Et ici, le petit aérodrome, un peu perdu dans la campagne mayonnaise, est le décor idéal pour vivre un moment vraiment exceptionnel. Encore un rêve devenu réalité. Voici l'histoire de Gérald, l'un des plus jeunes pilotes de France. Il a 17 ans et son brevet en poche. Beaucoup de volonté pour ce jeune pilote. Yael Benamou, Luc Tazelmati l'ont rencontré au-dessus des superbes paysages de l'Aveyron. Altitude 300 mètres, vitesse moyenne 240 km/h. Météo propice pour voler. Tout semble normal à un détail près, l'âge du pilote. Gérald n'a que 17 ans. Il y a 1 an, il devient le plus jeune pilote de France à obtenir le brevet privé. Je suis vraiment heureux de voler, de ressentir ces sensations, de piloter, d'être libre en fait, parce que faut savoir, un avion, qu'on a une certaine liberté de manœuvre. Une liberté qui se mérite. Quelques minutes avant de prendre les commandes, une préparation méticuleuse attend le jeune homme. De nombreuses vérifications techniques sont nécessaires. Donc je ne vois pas de problème pour aller voler aujourd'hui. À l'âge de 4 ans, il se découvre une passion, l'aviation. Son rêve, devenir pilote de ligne. Pour l'atteindre, le jeune Aveyronnais s'est lancé un défi, faire le tour d'Europe en solo sous le nom Euravion Jeune 2017. 15 pays survolés en 45 heures de vol. Un projet à financer qu'il est venu présenter à des élèves de son ancien lycée. Actuellement, je recherche beaucoup de sponsors. C'est le point principal. Gérald n'a atteint qu'un tiers de son objectif. Il lui manque 8 000 € pour s'envoler à travers l'Europe au mois de juin. Mais il reste confiant et s'entraîne dès qu'il rentre à Rodez, dans son aéroclub qui le soutient depuis qu'il a 13 ans. C'est un élève brillant. À 14 ans, il a commencé à voler seul, en passant son brevet de base. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est plutôt précautionneux. Depuis peu, Gérald a obtenu la qualification vol de nuit. Une étape de plus pour mener à bien son projet de Tour d'Europe. Si les fonds sont réunis, il pourra alors se vanter d'être devenu le plus jeune pilote à l'avoir réalisé. Nous étions en Alsace il y a quelques instants. Nous y revenons pour embarquer à bord du Dragon 67, un hélicoptère médicalisé qui vole au secours des blessés dans le département du Bas-Rhin. Depuis 40 ans, seul un médecin était à bord et désormais il sera accompagné d'une infirmière ou d'un infirmier. Et ça change tout, ou presque. Reportage Grégory Fraise et Vincent Roy. Le pilote prépare la machine. Le décollage doit se faire dans les 5 minutes suivant l'alerte.
À ses côtés, le mécanicien, le médecin du SAMU et désormais une infirmière, un passager supplémentaire qui peut changer beaucoup de choses lorsqu'il s'agit de secourir des victimes en situation de détresse. On arrive à pas mal aider le médecin en gagnant du temps par rapport à tous les gestes infirmiers qu'on peut faire et qu'il n'est pas obligé de faire. Par exemple, quand on fait un ECG, on peut s'occuper de l'ECG pendant que le médecin ausculte déjà le patient, donc c'est déjà pas mal un gain de temps. Pour certains d'entre nous, on est infirmier anesthésiste, donc ça peut être aussi un plus par rapport aux intubations qui peuvent parfois être un petit peu compliquées. Comme on a l'habitude de toute façon de travailler ensemble également déjà, chacun sait, même sans quasiment se parler, ce qu'il a à faire. Pour nous, effectivement, ça permet de se libérer plus rapidement pour d'autres tâches qui sont spécifiques aux médecins. La configuration de soins est maintenant à peu de choses près la même que dans une ambulance. Mais cela n'a pas été si évident à mettre en place. Il a fallu supprimer un plancher de 50 kg, changer du mobilier et des sièges pour du matériel plus léger. La spécificité d'un hélicoptère, c'est de voler en stationnaire et de voler en stationnaire pour faire des opérations de treuillage, pour ce qui nous concerne. Et on est à la chasse au kilogramme près dans ce cadre-là. Donc un infirmier qui en moyenne va peser 80 kg à peu près, on s'est dit il va falloir alléger l'hélicoptère en avance de phase de ces 80 kg. Chaque jour, ce sont donc désormais 4 personnes qui se tiennent prêtes à décoller. Chaque année, le Dragon 67 effectue près de 900 missions de secours. Et on traverse la France en diagonale, direction les Landes, à Dax, où se trouve le musée de l'aviation légère. On y trouve une trentaine d'aéronefs qui ont tous servi à des opérations militaires. Visite guidée avec Patrick Pamier et Laurent Montiel. Récemment restauré, nouvelle vedette et nouvelle venue dans ce musée de l'aviation légère de l'armée de terre, et plus largement musée de l'hélicoptère, cette Alouette 3 qui fut très utilisée par la gendarmerie dans des opérations de secours en montagne, notamment. L'Alouette 3, elle est encore en service dans la Marine nationale aujourd'hui pour quelques formations spécifiques. Sinon, dans les autres armées, elle a été retirée du service. Elle était très appréciée pour le vol en montagne parce qu'elle avait une grosse réserve de puissance. Mais ce musée, ouvert en 1991, c'est une véritable machine à remonter le temps à travers les opérations extérieures de nos armées. Ici, le Djinn, ancêtre des hélicoptères à turbine, mis en service en 1954. On commençait à avoir l'apparition des turbomoteurs, de Turboméca d'ailleurs, et là c'est la Palouste 4, qui a d'ailleurs été un excellent turbomoteur. On a eu très peu de problèmes avec ce genre d'appareil. Et pour que ce musée vive et s'enrichisse toujours de nouveaux appareils, en coulisses, des anciens militaires, mais pas seulement, des passionnés en tout cas, œuvrent à leur restauration. Ici, un Sikorsky de la marine, au compteur, pas moins de 7000 heures de travail bénévole. C'est un appareil qui peut emmener une quinzaine de commandos et qui avait à peu près 2 heures et demie de vol d'autonomie. Ce qui nous mène à peu près à 450 km. Dans ce musée de l'hélicoptère à Dax, on compte une moyenne de 7500 visiteurs par an. Objectif dépasser la barre des 10 000 et ainsi obtenir le label Musée de France. Retour dans notre région. Il est temps à présent de retrouver notre rubrique l'Occitanie sous nos ailes. Et aujourd'hui, nous allons retrouver Ombline et Yann au-dessus de la Montagne Noire. La balade démarre à Saint-Ferréol. Sous nos ailes, nous découvrons le principal réservoir qui alimente en eau le canal du Midi. Le lac de Saint-Ferréol est aussi un lac de barrage de la Montagne Noire. En faisant cap vers ce massif montagneux, nous survolons de nombreux lacs sauvages ou aménagés du Lauragais. Certains permettent aussi d'alimenter les populations en eau potable, d'autres de fournir de l'eau d'irrigation aux agriculteurs, ou bien d'amortir les crues en hiver. Nous volons à l'extrémité sud-ouest du Massif central. C'est là que s'étend la Montagne Noire sur 70 km. Nous volons dans des vallées étroites et encaissées. Pas rassurant. Le vent est pourtant faible, mais il vient du sud.
Et dans les massifs, quand on est sous le vent, les montagnes font barrage et créent des turbulences. Ça devient dangereux. Du coup, on s'éloigne. Vous avez quoi comme vent en bas 0,80 degrés, 18 nœuds, on a des pointes à 23. L'aérologie ne nous fait pas de cadeaux. J'aime pas ça. Le vent du sud forcit et devient très instable. Atterrissage d'urgence est forcé à Carcassonne. On va annuler notre programme de prise de vue, ça secoue un petit peu trop. Est-ce qu'on peut venir se poser chez vous? Juliette, Québec autorisé, atterrissage le vent 100 degrés, 18 nœuds et on a des pointes à 28. Voilà, atterrissage un peu précipité en raison de la météo. C'est la fin de ce carnet de vol Actu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité aéronautique et spatiale est également à retrouver sur notre site web France 3 Occitanie. Merci, à bientôt, bon vent et surtout bon vol.